Vrai ou faux? Bonjour à tous, ici Dr Nozman et bienvenue dans un nouvel épisode de Vrai ou faux. La semaine dernière, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur la police scientifique. Voici vos commentaires. Bonne année. Hey, bonne année. L'ensemble des méthodes d'analyse basées sur les sciences s'appelle les sciences forensiques. Bingo. Vrai. Alors le terme forensique vient de l'anglais forensic, qui est basé sur le mot latin forum qui désigne une place publique, un lieu de jugement. La science forensique regroupe différentes techniques scientifiques comme la chimie ou la physique par exemple, entre autres, tout ça afin de résoudre une enquête criminelle. La science forensique est super importante parce qu'avant ça, les enquêtes se basaient uniquement sur des témoignages, des déductions, etc. On estime d'ailleurs que le premier cas d'utilisation de moyens scientifiques pour résoudre un crime remonte au XIIIe siècle, en Chine. C'est un certain Song Si, j'espère que je prononce bien son nom, commissaire judiciaire sous la dynastie Song, qui fut le premier à rassembler ses expérimentations scientifiques dans un livre nommé « Cas collectés d'injustice réparée ». Dans un des cas, il explique comment il s'est servi de carcasses d'animaux pour tester différentes armes tranchantes afin de retrouver l'arme du crime ayant servi à tuer quelqu'un. Il était plutôt malin, le bougre, et ses travaux ont inspiré pas mal de gens. En Europe, c'est à partir du XVIe siècle que les techniques de médecine légale vont se développer, avec l'aide de chirurgiens comme le français Ambroise Paré par exemple, qui va par exemple s'intéresser aux effets provoqués par une mort violente sur les organes internes. Puis tout ça va évoluer avec les siècles, toxicologie, balistique, anthropométrie, empreinte digitale, analyse ADN, etc. Et ça continue encore d'évoluer. La suite. Si je te cambriole en mettant des gants et en remplissant ton appartement de javel en sortant, on pourra me retrouver. J'aurais qu'à chercher un type qui pue intégralement la javel, sauf de ses mains. Pas bête. Ou sinon je peux aussi te retrouver via ton pseudo et ta chaîne YouTube en fait. Bon, au cas où je vais poser quelques pièges chez moi, hein, ça vaut mieux. Allez. Les analyses ADN sont beaucoup moins fréquentes que dans les séries parce qu'elles coûtent cher. Vrai, une analyse de traces biologiques coûte entre 180 et 400 € en fonction de la difficulté de l'analyse. Donc forcément, on n'analyse pas tout et n'importe quoi, hein. Mais en fait, une fois qu'on a analysé un truc, on en fait quoi exactement? Eh bien, on le compare aux données du FNAG. Pas la FNAC, ah non, rien à voir. Non, la FNAG, Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. Ce fichier rassemble les profils génétiques de personnes ayant été condamnées ou mises en cause dans des crimes contre des personnes ou des biens. Ce fichier a été mis en place en 1998, peu de temps après l'affaire Guy Georges, un tueur en série ayant violé et tué 8 femmes dans les années 90. À l'époque, l'utilisation d'un fichier de ce type aurait permis d'arrêter le tueur plus tôt et d'empêcher 2 de ses meurtres. Du coup, depuis cette affaire, les personnes arrêtées sont forcées de subir un traitement ADN, prélèvement d'où serait extrait un profil ADN, qui ira rejoindre la base de données du FNAG. Et si une personne enregistrée commet un nouveau délit et que son ADN est présent sur la scène du crime, il sera automatiquement retrouvé via cette base de données. Du coup, même si ça coûte un peu cher, s'il s'agit d'un crime violent, forcément on va pas hésiter à y mettre le prix. Quand des vies sont en jeu, mieux vaut pas être radin. Quoi qu'il en soit, des prélèvements ADN sont effectués pour n'importe quel délit, mais pas nécessairement analysés. On va d'abord prioriser si nécessaire des éléments plus pertinents, et ensuite s'il faut faire les analyses ADN. C'est bête ce que tu dis. N'importe quoi, tu trouves bête ce que je dis, bah moi au moins je sais écrire. Allez. À quoi servent les blouses blanches de la police scientifique quand il y a un crime? Bah ça semble clair. C'est pour le style. La blouse c'est un peu le nouveau costard, tu vois, la classe totale. Non, en vrai, j'imagine que tu veux parler des combinaisons intégrales qu'ils portent sur une scène de crime. C'est assez simple en fait. C'est juste pour ne pas contaminer toute la scène de crime en foutant des bouts de leur ADN un petit peu partout. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que le commentaire suivant permettra d'en parler un petit peu plus. La police scientifique dans les séries, c'est du n'importe quoi. C'est totalement vrai. La police scientifique, façon les experts, c'est bien du n'importe quoi. Déjà, comme je le disais, il faut porter une combinaison spécifique quand tu vas sur une scène de crime, hein, tu vas pas habiller n'importe comment. Il te faut une tenue adaptée, des bottes, des gants, une petite charlotte pour ranger tes cheveux. Beaucoup de style ça. Un masque pour pas cracher partout, bref. Tu te ramènes pas en costard ou en débardeur au calme, hein, avec des lunettes de soleil et les cheveux flottants dans le vent. Imagine le bordel sinon niveau traces d'ADN. Ensuite, je sais pas si t'as remarqué, mais dans les experts, les mecs font tout de A à Z. Les prélèvements, l'autopsie, les analyses ADN, la balistique, avant d'aller arrêter le coupable eux-mêmes. Bah en vrai non, hein, ça se passe pas comme ça. Chacun son boulot. Regarde-moi, j'ai quelqu'un qui m'ouvre la porte, j'ai quelqu'un qui écrit mes textes, j'ai quelqu'un qui apporte le café à celui qui écrit mes textes, j'ai quelqu'un qui m'habille, attends, quelqu'un qui me filme, quelqu'un qui prend le son, quelqu'un qui met les lumières, quelqu'un qui me fait respirer, quelqu'un qui pose les mousses ici pour pas qu'il y ait du son, quelqu'un qui upload la vidéo, quelqu'un qui... Bref, vous avez compris. J'espère que ça bosse là-dedans. Hein. Non, parce que des fois il faut un peu les... Hein, c'est une blague bien sûr. Si tu as un casier vierge, la police scientifique a beau trouver et analyser tes empreintes digitales, elle ne sait pas à qui elles sont. Vrai, je te parlais du FNAG tout à l'heure. Bah pour les empreintes digitales, t'as exactement le même délire. La FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales, qui existe depuis 1987. Ce fichier contient plus de 4 millions de profils d'individus et il permet la résolution de plus de 1000 affaires par mois. Alors t'as déjà sûrement eu un aperçu de ça dans les séries télé, mais pour prélever une empreinte digitale sur une scène de crime, ou plutôt trace papillaire en fait, les empreintes c'est quand c'est un dépôt volontaire, hein, comme à la douane par exemple, il y a pas mal de techniques différentes qui existent. L'épiscopie coaxiale, qui est en fait une manière d'éclairer une surface pour en prélever les empreintes, ou alors via des produits chimiques comme des vapeurs de cyanolacrylate, la suspension de microparticules, le bain de ninhydrine, ou encore l'utilisation de poudre colorée appliquée à l'aide d'un pinceau, etc. En fait, la méthode employée dépend surtout de la surface sur laquelle on est susceptible de trouver des empreintes. Que celle-ci soit lisse, poreuse, mouillée ou non, il est important de choisir la technique adaptée. Et il y en a pas mal. Hein. Une fois l'empreinte relevée et photographiée, elle ira rejoindre le reste des preuves. Nous possédons tous
tous des empreintes digitales différentes. Il suffit donc en fait de comparer une trace prélevée sur une scène de crime avec l'empreinte d'un suspect afin de l'incriminer ou non. L'empreinte digitale est définie en 4 zones distinctes, la zone centrale, la zone basale et les zones marginales, qui sont les côtés en fait. Si la comparaison de deux empreintes révèle 12 points identiques, aussi appelés 12 minuties, on considère qu'elles appartiennent à la même personne. Bon après, si t'as jamais fait de conneries, personne n'a pris tes empreintes digitales. Du coup forcément t'es pas enregistré. Donc si t'en fais une, ils pourront pas te retrouver comme ça. Par contre, ils vont conserver la trace trouvée en stock. Et si tu te fais gauler pour une autre raison, eh bien ils vont vite faire le lien une fois qu'ils auront pris ton empreinte. Alors arrête de faire le malin, hein, tout de suite. Les empreintes digitales peuvent se modifier tout au long d'une vie à cause de blessures, cicatrices, brûlures. J'ai dit arrêtez de faire les malins. Alors oui, hein, tu peux effectivement modifier tes empreintes digitales, que ce soit accidentellement ou volontairement, mais bon, si tu décides de te brûler le bout des doigts parce que t'as l'intention de commettre un crime, bah au final, ça fait de toi quelqu'un d'encore plus unique. Donc c'est grillé comme truc. Personne n'a le bout des doigts tout lisse, attends. Et même sans être incriminé, en cas de contrôle de police, ils vont trouver ça super chelou que t'aies toi-même niqué tes empreintes. Donc au final, non, hein, c'est encore plus suspect. C'est vraiment une idée à la con. Alors allez pas dire que c'est moi qui vous l'ai donné. Pas envie d'avoir d'emmerde, non mais oh. Les empreintes d'oreille sont plus précises que les empreintes digitales. Faux. Bon, déjà on pourrait se demander comment c'est possible de laisser une trace d'oreille sur une scène de crime. Bah c'est tout bête. En écoutant aux portes en fait, hein, c'est ça. Les enquêteurs retrouvent en fait assez souvent des empreintes d'oreille sur les portes, quand les cambrioleurs veulent vérifier qu'un appartement est bien vide par exemple. Et même si la police suisse a notamment tenté d'en tirer quelque chose, la méthode est moins efficace que les empreintes digitales et peut laisser place à l'erreur. Du coup, la plupart du temps, ce n'est pas l'empreinte en elle-même qui intéresse les enquêteurs, mais ce qu'elle laisse derrière elle. En effet, vu que l'oreille sécrète plus de sébum que les mains ou les doigts, contenant donc la signature ADN du cambrioleur curieux, eh bien c'est plus utile que de tenter de comparer la forme d'un lobe ou d'un pavillon. Mais bon, la police de Genève s'est quand même constitué un joli petit fichier de plein de tronches de type photographié pour garder un souvenir de leur oreille. Avant qu'on leur dise qu'en fait, c'était pas ouf comme technique quoi. Mais bon, ils ont sûrement dû bien se marrer à la photocopieuse, hein, c'est déjà ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les empreintes papillaires sont quand même très fiables. Prenons le cas de jumeaux qui partagent le même ADN, mais en revanche, ils n'auront pas du tout les mêmes empreintes digitales et palmaires. Eh oui. Est-ce que la police scientifique peut toujours nous retrouver quand on a fait quelque chose de mal? Bah, si t'es ni dans la FNAEG, ni dans la FAED, c'est bizarre de dire un truc comme ça. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Mais t'inquiète, il y a forcément toujours un moyen de piéger quelqu'un. Ce qu'il faut se dire, c'est que la police scientifique, c'est un outil supplémentaire pour pouvoir résoudre des enquêtes. Moi, je sais ce que t'as fait par exemple, et c'est pas Jojo. Les mouches sont très utiles pour estimer la date du décès chez un cadavre. Vrai, et pas que les mouches d'ailleurs. Bon, prépare-toi par contre, hein, la suite est un petit peu crade. Si t'es en train de boire ton candy up ou en train de te faire ton petit choco, mets-les un petit peu à genre 1m50 de toi. Alors, étudier les bestioles à l'intérieur d'un cadavre, c'est tout un métier, et ça s'appelle entomologiste forensique. Son taf à lui, c'est d'aller observer les cadavres à la recherche de toutes les bêtes qui y grouillent. Ah. Dégueu. En fait, en fonction de l'avancée du processus de décomposition d'un cadavre, différents insectes vont s'y succéder, et différentes larves vont y être pondues et se développer. C'est mignon. Il suffit donc en fait d'observer quels insectes se trouvent sur le corps au moment de sa découverte pour estimer la date de la mort de la victime. C'est ouf. En fait, quand tu meurs, forcément ton système immunitaire, ouais, il va pas très bien quoi, ça fonctionne plus. Bah oui, hein. Du coup, pour les bactéries présentes sur toi et en toi, c'est porte ouverte, hein. Tu commences alors, comme tu le sais très bien, à te décomposer, et c'est cette décomposition qui va attirer tout un tas de squatteurs qui seront contents de trouver un endroit tranquille pour se poser, se nourrir et pondent leurs œufs. Les mouches arrivent d'abord, pondent leurs œufs dans les orifices, les muqueuses ou les blessures, les œufs éclosent et donnent des asticots, qui deviennent ensuite des pupes, puis des mouches. Et parmi toutes ces mouches, on discerne pas mal de variétés différentes qu'il faut prendre en compte. On retrouve aussi des coléoptères dans autant d'étapes différentes de leur vie que les mouches, mais attention, hein, l'entomologiste doit aussi prendre en compte d'autres facteurs lors de son observation. Le terrain, la végétation, l'habitat, les conditions climatiques, le type de sol, la température, etc. J'imagine bien que quelqu'un qui meurt de froid sur la banquise va prendre un petit peu moins cher que quelqu'un qui fait une crise cardiaque dans la jungle amazonienne. Voilà, c'est bon, tu peux reprendre ton petit goûter. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, c'était vraiment super intéressant à traiter, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un épisode 2. N'oubliez pas de balancer un max de facts vrais ou faux dans les commentaires pour le prochain épisode qui portera sur ce thème. Les créatures légendaires, Loch Ness, Kraken, Bigfoot, etc. Et vous allez voir que mine de rien, il y a plein de trucs scientifiques à dire. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié, cliquez ici pour vous abonner, et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas.